C'est la troisième partie de retour, bien sûr, sur Meta.tv. Et voilà, on a vu le clip ensemble, comme ça on pourra vous demander ce que j'en pense, et ben je vais pouvoir en parler en direct. Bah, vous vous doutez bien, bon déjà on parlera pas artistiquement, parce que je trouve que évidemment c'est des très très bons rappeurs, Youssoupha, Kerry James, ce sont des gens qui maîtrisent la technique du rap, sont des vrais rappeurs, voilà, on parlera pas de la musique, on parlera du message et du fond, parce que c'est ça qui est quand même le plus intéressant. Alors déjà, c'est un clip, vous l'avez remarqué, ou pas, qui regroupe tous les anciens du rap français, c'est très très intéressant. Voilà, j'ai reconnu Bams, Expression Directe, voilà, toute la mafia Quinfri, enfin bon, ceux qui connaissent le rap ont reconnu aussi, voilà. Il a une bonne plume, Kerry, mais ça fait pas du tout. Bah oui, parce que je comprends. Bah, qu'est-ce qu'on peut penser, en fait, de ce genre de rap? Je vais dire, la réponse à Delesquin, bah, ça peut que donner raison à Delesquin. C'est dire quoi? Bah voilà, aujourd'hui, il y a des Africains qui disent que c'est eux la France, qui sont avec des machettes dans les clips, qui rappent même plus en français, etc., machin, et qui disent c'est eux la France. C'est nous la France. Donc en fait, c'est quand même assez extraordinaire de dire, bon bah voilà, c'est nous la France, c'est nous qui allons représenter la France. Et la France qu'on représente, évidemment, hein, c'est une France africaine, une France où les Blancs sont minoritaires, si je m'en fie au clip. Voilà, c'est une France où, ouais, on est avec des machettes, oui, oui, on nous a jamais aimés, mais à qui parle-t-on? Est-ce que c'est quoi? Moi, c'est ce que j'ai du mal à comprendre, que je m'adresserais directement même à Kerry James si il était dans l'émission en lui demandant mais à qui s'adressent ces paroles? C'est quoi? C'est les Blancs qui sont visés? Parce que moi c'est comme ça que je l'entends, en tout cas je l'entends non cité dans le non-dit, mais c'est les Blancs, c'est vous, ouais, vous avez fait ci, vous avez fait ça, on va, oui, Zoxy, etc., oui, ça vous avez tous reconnu, et voilà, Oxmo, etc. Oui, moi, à un moment donné, c'est vrai, voilà, je suis obligé de me poser la question. Et en plus, vous voyez, comme, alors là, ça va lui faire plaisir. Hein. Pour une fois, il dit que je parle mal de lui. Là, je parlais bien, pour une fois. Je parlais bien de Cro-Blanc. Voilà, ça va lui faire plaisir, pour une fois. Non, mais pour dire que, voilà, si des personnages comme Cro-Blanc, parce que j'ai déjà eu des discussions avec les gens, on dit, oui, mais quand c'est des gens de rap, regarde le Babtou qui a... Mais c'est une réponse. Comment voulez-vous dire à Cro-Blanc que non, il n'a pas de raison d'exister quand il y a aussi ces clips-là qui arrivent à côté? Je suis désolé, voilà. Alors après, ouais, les histoires, ouais, machin. Moi, je trouve que franchement, voilà, ce clip-là s'adresse effectivement aux Noirs, aux Arabes. Si on est un blanc, qu'on n'est pas trop dans ce délire cité, franchement, ça fait plutôt flipper qu'autre chose, à mon avis. C'est pas trop le truc. C'est quoi, pour nous expliquer? C'est les Noirs qui dominent, le noir viril, dominant, avec sa machette, qui va charcler les Français pas contents, et en tout cas, qui contribue à tous ceux qui voudraient leur musique nègre. Oui, musique nègre. Ça, c'est raciste. Pourtant, les gens parlent de Renoir, ils s'appellent négro entre eux toute la journée, se font des blagues racistes toute la journée. Mais quand, bon, moi, j'appelle quelqu'un négro et je fais des blagues racistes sur les Noirs, ça passe très bien. Quand mon pote Jean-Pierre, blond aux yeux bleus, fait la même chose, il se fait traiter de raciste. C'est quand même ça, la réalité. Et alors, bon, après, ouais, on va me dire, oui, franchement, le combat, il est bon, Kerry s'est vendu maintenant. Oui, bon, chacun, après, apprécie sa mesure. Je suis pas là pour, justement, on va pas parler de jugement de valeur, j'aime pas, bon, ça n'a pas tellement d'intérêt. Moi, là, je pense que c'est vraiment le fond qui est intéressant, de s'attarder sur, finalement, les messages qui sont passés. Et je crois que c'est assez marrant de synthétiser tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, en particulier dans la deuxième partie, bah, l'aboutissement de ce clip, très bien réalisé, hein, voilà. Voilà, bon, moi, je suis habitué au code du rap, donc bon, maintenant, j'imagine, effectivement, ceux qui n'aiment pas la rap ou qui ne sont pas habitués au code, il y a de quoi faire peur, un peu, peut-être, certainement. Hein, Youssoupha, en académicien, avec sa machette qui rappe en lingala, en nous disant que c'est lui la France, aujourd'hui. Effectivement, ça peut faire peur.
certains peuvent évoquer la peur. Voilà, le rap des raps, on me dit, ouais, le rap c'était mieux avant. Bah oui, voilà, pourtant chez nous, les babs toutes souches, le rap devient clairement anti-France depuis un bail. Oui, bien sûr, dans le rap, bah, vous savez très bien, je suis désolé, mais les blancs qui vivent dans les cités, moi, voilà, j'ai côtoyé aussi beaucoup de ces blancs qui se déculturent ou s'acculturent, je sais pas comment on peut dire, en tout cas en adoptant les codes de la culture dominante, et eux aussi, à son tour, se mettent à cracher sur la France, et pli, et pla, machin. C'est comme moi, vous savez, dans le rap depuis longtemps, les blancs, ça me faisait rire, je vous parle de ça, mais en compte, il y a 20 ans aujourd'hui déjà, dans 96-97, où je me disais, mais attendez, les blancs dans le rap, ils sont jamais français, parce que dès que tu rencontrais un blanc dans le rap, il commençait par te sortir ses origines italiennes, portugaises, machin, yougoslave, machin, polonais ou quoi, mais il était jamais français. Ah, c'est sûr, ah non, ou alors il était breton, tu vois, une fois, il y a un mec qui dit, ah, je suis breton. Ah, t'es français. Ah non, 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 je suis breton, moi je suis breton. Ah, non, d'accord, ok. Hein, c'est une espèce d'onie de la France, on doit détester la France, c'est bien. Et aujourd'hui, en plus, j'ai l'impression que dans le rap, on est face à une nouvelle génération, enfin, nouvelle génération, dans cette ancienne génération, parce que finalement, on est de la même génération avec l'essentiel des rappeurs, d'ailleurs, qui participent dans ce clip. Évidemment, oui, ouais, je me sens bien seul dans mon discours et dans ma compréhension des choses. Il me semble que... Parce que le rap, lui, il obéit à cette démagogie ambiante. Oui, on est des noirs, machin, etc. Ouais, voilà. J'ai vu que certains rappeurs ont tourné leur veste après avoir longtemps craché, fait toute leur... comment dire, bah, j'ai envie de toute leur carrière hein, sur l'anti-France. Aujourd'hui, ils me disent ah oui, moi je suis français, c'est les Français qui veulent pas me considérer comme français. Ça, c'est quand même extraordinaire, quoi, cette inversion de la culpabilité. Parce que dire que les gens veulent pas les considérer comme français, mais excuse-moi, si on se balade avec des machettes, avec des slogans en lingala en disant c'est nous la France. Faut peut-être, je sais pas, hein, peut-être se demander si les Français, ils ont, voilà, ils commencent pas à se poser des questions. Hein. Donc oui, c'est la honte d'être français, oui, voilà, c'est ça, une espèce de honte. Alors les mecs s'inventent des origines, on est tout le temps sur des origines européennes, enfin en tout cas autres que françaises. Moi, j'ai constaté ça, oui, chez les blancs du rap depuis très très longtemps. Oui, on me dit le rap c'est la musique des névrosés tout court. Bon, ça plaira aux rappeurs, mais on pourrait le voir comme ça. En tout cas, le rap a bien été, oui, le véhicule d'une certaine idée, une certaine idéologie de la société. Le discours antiraciste, anti-blanc, bah, il est largement véhiculé par le rap, on va pas se mentir. Pour moi, voilà, ce clip, il en est encore la preuve. On va pas me dire que c'est un truc, voilà, contre Henri de Lesquen, non. Moi, j'ai l'impression que ça s'adresse à tous les blancs. Enfin, bon, je sais pas, même si on voit qu'il y a 2-3 blancs dans le clip, mais bon, voilà. Ça reste quand même quelque chose qui est admis dans notre pays parce qu'on va dire ça c'est normal. Parce que l'exaltation, je vous dis, de la différence, de la couleur, de la race, de l'ethnie, de la religion, elle n'est valable que pour certains, et pour d'autres, ils n'ont pas le droit. Hein, j'ose pas imaginer l'inversion d'un groupe de blancs de rap qui se mettent à faire musique blanche, nous on est les blancs, oui, et alors on a colonisé parce qu'on est supérieur, on est technologiquement développé, vous êtes des arriérés, vous faites la guerre, vous entretuez entre vous. Voilà, imaginons un petit peu ce genre de texte, voilà. Il y en a qui le font, justement, j'explique, et ça me paraît être assez légitime, en tout cas comme réponse, pour que les choses s'équilibrent. Hein, mais évidemment, ça va être dur, hein, oui, c'est clair. Ah, on me dit, je répète, la France est un esprit, pas une couleur. Je suis plutôt d'accord avec toi. Mais ces clips-là, pour moi, pérennisent, en tout cas sacralisent une forme d'idée, d'une idéologie qu'on a directement héritée de l'antiracisme, et qui, clairement, est une idéologie qui porte dans ses gènes, pour moi, l'anti-France et
l'anti-blanc, hein, parce que l'anti-France et l'anti-blanc, ça se ressemble aussi, hein, et je sais que ça dérange, alors j'avais pas le droit de dire ça, bah je suis désolé, moi je le dis. Je le dis, je sais, ça plaira pas, je sais, il y aura encore une tonne de commentaires sur YouTube, ah salaud, machin et tout, comment t'oses dire ça, non, c'est voilà, c'est les méchants blancs, donc comme c'est des méchants blancs, on a le droit de le dire, on a le droit de le faire, parce que c'est un peu ça l'excuse qui est donnée, hein, constamment, c'est de vous, quand vous jette le carnet des droits de l'homme, c'est pour dire, moi j'ai le droit de le faire, hein, parce que j'ai une justification, hein. Le blanc, lui, n'a aucune justification, il a, non, puisque t'es un salaud, t'as colonisé, t'as mis les gens en esclavage, tu fermes ta gueule, ad vitam aeternam, tricard pour l'éternité. Bon, bah, c'est un peu... non, je suis pas d'accord. Voilà, ça... Eh bah oui, je suis pas d'accord. Eh bah ouais, ça fait chier, c'est comme ça. Ouais, moi, parce que je trouve ça complètement con. Voilà, c'est mon sens. Donc je ne cesserai pas de le dénoncer. Et puis en plus, c'est par aussi honnêteté intellectuelle, parce que faut quand même dire les choses pour ce qu'elles sont. Même si, bah oui, ça dérange, je sais, je dérangerai toujours, je serai, j'y peux rien, voilà, moi, ça a toujours été comme ça, si je donne une opinion qui est peut-être à contre-courant, et voilà, c'est pas une posture, voilà, pour être à contre-courant, non, c'est par souci de cohérence du raisonnement intellectuellement, voilà. Et je suis bien obligé de constater et de porter les conséquences qui s'imposent lorsque je vois ce genre de clip. Je suis désolé. Et comme je vous le dis, en plus, c'est du très bon rap, ça n'empêche pas. Enfin, rapologiquement parlant, même si, comme je vous le dis, c'est le fond qui est toujours le plus important. Alors, je victimise les roubaix, je suis français, plus souche lol, si tu veux aller au plateau de Creil ou à la commanderie, il n'y a pas un français, on y va, personne de bronche, sort tes couilles. Oui, vous allez tous vous faire les concours, quoi, de bab tout fragile, viens, on va là-bas, viens, on machin. Ouais, non, mais on le sait, de toute façon, il y a bien des zones défrancisées, il y a des zones où, effectivement, si vous avez une tête de petit bab tout fragile, vous ferez certainement long feu, hein, voilà, c'est comme ça, et c'est une réalité. Je n'y peux rien. Oui, la victimisation du blanc maintenant, pourquoi aujourd'hui tout le monde se plaint parce qu'avant les blancs n'avaient pas le droit de se plaindre, mon cher. Avant les blancs, c'est vrai qu'ils n'avaient pas le droit de se plaindre d'une victimisation, la victimisation étant l'apanage réservé aux minorités, puisque le blanc était le méchant loup qui traumatisait tous les autres de la société. Donc forcément, si voilà, aujourd'hui, voilà, politiquement incorrect, on me dit, oui, je suis très politiquement incorrect. Beaucoup d'ennemis à cause de ça, hein. Mais beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur, vous connaissez la formule. Mais voilà, oui, je suis obligé quand même d'être assez cohérent sur cette question. Et vous voyez, je ne suis pas non plus le chantre adepte, tu vois, qui défend le rap à tout va. J'adore le rap, voilà. Je suis moi-même issu de ce milieu, cette culture, de tout ce que vous voulez, cette mouvance. Je cracherai pas, ni ne renierai jamais mon passé là-dessus, mais j'y porte un regard, voilà, plutôt critique, et je vais pas... je vais pas m'enfoncer dans l'idéologie ou la démagogie juste pour plaire, non, je sais ce que ça représente, et voilà, je veux bien, je veux rester cohérent, voilà, même si cette question dérange parce qu'elle est ethnique. Ouais. Il faut bien le dire, voilà. On me dit, il y a des juifs blacks, les Félachas, mais bien sûr, des juifs blacks. Il paraît qu'ils étaient juifs avant les juifs. Alors, vous voyez où est-ce qu'on en est? Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Il n'y a plus le chat question, il a disparu, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça arrive. Il est parti, envolé. On ne sait pas pourquoi, bon, ça fait partie des choses comme ça. On me dit, j'aime bien le rap évangélique américain. Ouais, bon, moi non plus, je suis pas très rap évangélique, on en a. Il y a du rap évangélique gabonais, très très excellent d'ailleurs. Voilà, dont Magavio, je vous conseille. Alors, j'ai décidé, oui, aussi, bah voilà, de parler un peu, bah de toute façon, on a parlé un peu on a fait le tour un peu des sujets d'actualité. Demain, on aura l'occasion en plus de revenir comme ça, en plus sur les élections américaines, parce que c'est chaud aux États-Unis. Vous voyez, les États-Unis, ben, demain, on en parlera profondément de l'élection de Trump, d'Hillary Clinton. On va recevoir Maurice Gendre. Mais les États-Unis, il y a un autre aspect aussi, justement, on parlait de rap, on parle de machin, il y a Black Lives Matter, hein, vous l'avez vu, ça aussi. Black Lives Matter, je suis désolé, c'est encore une organisation
financée par l'Open Society, vous voyez, encore. Association qui a défilé dans Paris avec des slogans, pour le moins quand même, assez intrigant en France, donc Black Lives Matter, Black Lives Matters, Black Lives Matters. Bon, imaginez aussi l'inverse, c'est comme d'habitude, hein, moi je pose la question White Lives Matters, imaginons s'il y avait des blancs qui défilaient en nous disant que les vies blancs comptent, etc. Est-ce que ça passerait? Est-ce que ces discours, parce que j'ai entendu les discours qui ont été prononcés dans cette manifestation, alors encore on y retrouve les mêmes, vous savez, il y a la même équipe que ceux qui avaient manifesté dans... la manifestation de la dignité, là, je me suis aboisé, c'est marrant, non. Aboisi, j'ai toujours apprécié, hein, c'est un camarade que j'aime beaucoup. Non, je pense qu'on se rejoint sur des analyses, après, c'est une de cohérence, d'honnêteté intellectuelle, mais quand je vois, moi, justement, des gens manifester comme ça dans Paris, je suis désolé, si c'est pas l'anti-France qui manifeste, mais qu'on m'explique, quoi, voilà, il n'y a pas besoin d'être aboisé pour ça, prendre son analyse, regarder ce qui se passe, voilà, comprendre Black Lives Matter, vous avez quand même des gens qui défilent dans Paris avec des slogans donc pro-ethniques. Alors là, c'est accepté, là, les ethnies, les races, bon, bah là, on a le droit. Tant qu'il s'agit de l'exaltation de la race noire, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas de l'exaltation de race, c'est juste, non, moi j'ai le droit d'exprimer ma fierté de ma négritude. Chose qui n'est pas permis aux Blancs, il faut le rappeler. Hein, parce que des Blancs qui manifesteraient dans Paris « White Lives Matter, les Blancs comptent, les Blancs là là ». Oh oulala, oulala. Hein, certainement, Valls va même envoyer des compagnies de CRS. Hein, on va nous dire « Oh mon Dieu, c'est l'extrême droite identitaire qui menace la France. Hein, c'est le problème numéro 1 de la France. » Donc... non, je suis obligé d'admettre, quoi, hein, ce genre de choses. Moi, on a vu ce que ça donne aux États-Unis, Black Lives Matter, ça a été le glissement vers un discours dans la communauté noire qui est clairement, aujourd'hui, à l'heure où on parle, en 2016, on est presque au bord de la guerre civile entre les communautés. Vous en avez des Noirs qui en appellent clairement à tuer les Blancs. C'est comme ça. Et je vous assure, vous avez vu ce qui s'était passé au Texas, quand il y avait ce tireur, cet ancien de l'armée américaine qui avait tiré sur des policiers. Je suis désolé, sur tous les réseaux sociaux français, vous y allez, vous baladez, on vous disait « Ah bah c'est bien fait pour leur gueule !» C'est comme ça que c'était présenté. Ah, et puis avec tous les Noirs qu'ils ont tués, et machin, etc. Alors, je sais pas c'est qui agite, hein, voilà, la tête de George Soros, ceux qui connaissaient pas, voilà, mais c'est qui agite tous les chiffons derrière pour amener à la guerre. Est-ce que c'est moi, hein, pas avec mon discours, ou ce sont ces clips, ce sont ces discours, ces Black Lives Matter qui défilent dans Paris? Je sais pas. Il faudra quand même, voilà, un peu remettre les choses en place. Qui incite à la haine? C'est moi qui incite à la haine. J'incite à la haine de qui, hein? Parce que moi, quand je vois des trucs comme ça, moi, oui, j'ai très peur, oui, je cite à la haine, on me dira, bah non, mais je ne crains rien, évidemment, oui. Hein, donc je peux me balader dans le genre de manif, ça va. Il ne risque pas de m'arriver grand-chose, c'est pas les antifas. Tant qu'il n'y a pas d'extrême gauchiste, ça va. Mais bon, encore que les Black Lives Matter, s'ils me reconnaissent, ils vont me dire « Ah mais attends, toi !» Et donc, voilà, mais ce genre de manifestation avec la diversité, c'est en plus des gens, quand vous allez vous intéresser au CV, parce qu'il faut voir les gens qui sont derrière, c'est que des profs, donc des gens qui sont payés par l'État. Donc c'est l'État français qui paye des gens en plus qui vont ensuite aller manifester contre la France, dénoncer la France raciste, etc. On vous dénonce le racisme des institutions, hein, quand bien même ces gens-là sont eux-mêmes fonctionnaires travaillant pour l'État. Ils vont vous parler d'un racisme des institutions. Je sais pas, à un moment donné, s'il n'y a vraiment pas un décalage. Il faudrait quand même se poser la question. Hein, et c'est des gens qui défilent dans Paris avec des slogans haineux à l'égard de la France en appelant, j'avais vu, oui, on va faire comme en 62, en Algérie, on va les remettre à... Mais de quoi parle-t-on? À qui parle-t-on? C'est quoi l'objet? Et après, on va me dire, c'est au nom de l'antiracisme. Tous ces gens-là se revendiquent antiracistes. C'est au nom de l'antiracisme même qu'ils appliquent ces slogans, ces principes, etc. Permettez-moi d'avoir des doutes quand même, hein. Ou alors de remettre en doute cette fameuse théorie de l'antiracisme qui est quand même une sacrée enfumerie, hein, pour parler, on va dire poliment.
parce que penser que ces gens-là, c'est eux qui vont atténuer l'antiracisme, donc en faisant défiler des gens qui exaltent leur communauté, leur race, leur ethnie dans Paris, qui insultent le pays, qui les reçoit, voilà, comme aussi, à un moment donné, dans la chanson, c'est vrai, j'ai reparé dans le refrain de Youssoupha qui dit, oui, à la France qui pille les Antilles, qui machin, bon, on connaît l'histoire des Antilles françaises, j'ai le plus grand respect pour nos amis antillais, je connais très bien les Antilles, j'y suis allé vraiment plusieurs fois, j'ai même vécu dans ma jeunesse, je ne vais pas raconter ma vie, mais bon, dans ces coins-là, je connais très très bien. Je suis désolé, ça aussi, alors ça va pas plaire, mon Dieu, voilà, je vais encore me faire plein d'amis, putain, on pourra plus aller aux Antilles. Non, non mais c'est pour vous dire, non mais aux Antilles, c'est pareil, il faudra avoir un peu aussi de recul. Pensez-vous sincèrement, amis antillais, que les Antilles auraient la possibilité, là, à l'heure actuelle, ou pas en 2016, d'être indépendantes et que les Antilles vont continuer à être stables et que ça va continuer à être des terres de prospérité comme elles le sont, parce que je rappelle quand même la Martinique est l'île la plus riche des Antilles. Donc vous croyez que ça risque de continuer sans, on va dire, cette gestion française, voilà, pour parler poliment. Faut quand même rester lucide. La majorité des Antillais, la majorité de la population est fonctionnaire, c'est-à-dire déjà les payés par l'État français. Demain, je vois pas comment les Antilles seraient indépendantes. Elles vont vivre de quoi? Du tourisme? Elles vont vivre de quelles ressources? De comment va s'opérer le pays? Oui, on va être ils vont être libres, mais si c'est être libre, mais quoi? Ils auront des passeports martiniquais avec lesquels il faudra des visas pour venir en France. Enfin, bon, il faut quand même... Passons cette histoire, voilà, il y a eu l'esclavage, il y a eu les Antilles, ça a été un moment de l'histoire de la colonisation, de la France, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique, une histoire commune, mais on est en 2016, les choses ont changé. Les Antillais, je suis désolé, ils ont les mêmes droits que les autres Français, ils ont des passeports français, ils sont largement plus qu'intégrés dans toute la République, dans toutes les institutions, un peu partout. Donc, je vois pas à un moment donné, on me dit la France pille les Antilles. Alors oui, il y a une communauté de békés, oui, effectivement en Martinique, qui sont les descendants des familles françaises qui effectivement possédaient les terres et pratiquaient l'esclavage dans l'exploitation du rhum. Cette communauté a survécu grâce à l'intervention britannique pendant la Révolution française, qui a permis qu'elle ne fût pas massacrée, effectivement, comme ce fut le cas en Guadeloupe, d'ailleurs. Donc, ces gens-là, vous imaginez bien qu'ils formaient donc un peu l'élite de la Martinique. C'est, quand vous avez un avantage de domination, vous allez jusqu'au bout et sont, entre guillemets, développer des mini-empires dans la continuité de ce qu'ils possédaient déjà, puisqu'ils avaient déjà en plus l'empire du Rhum, mais voilà, des bananes et autres joyeusetés des Antilles, et ils en tirent aujourd'hui de gros bénéfices. Ce sont aussi les propriétaires souvent des grandes enseignes et des marques qui se sont installées dans les dom-toms. C'est une réalité, je le conçois bien, mais donc cette poignée de béquets, c'est la France. Et par contre, de l'autre côté, quand vous osez montrer une communauté... pas d'amalgame, pas d'amalgame... Bon, ok, d'accord. Alors, une communauté de quelques milliers de béquets, donc, est le représentant de l'ensemble de la nation française. Donc, si ça, c'est pas placer justement cette opposition et ce discours d'un point de vue ethnique et de race, excusez-moi, je ne comprends pas. Voilà. Alors après, il faut peut-être qu'il y ait des choses qui se passent, peut-être ça bouge plus aux Antilles. On avait proposé aux Antilles de changer de statut et d'adopter, pas une forme d'indépendance, mais d'adopter ce statut de collectivité un peu unique, qui allait lui accorder des droits particuliers. Il y a eu un référendum, ils ont refusé, ils ont préféré garder le statut de département d'outre-mer, c'est-à-dire un statut équivalent, vous savez, à un département français avec des petites spécificités, mais en gros, ils ont tous les avantages, exactement la même configuration que si vous habitiez en France, ce qui n'est pas le cas des territoire d'outre-mer. En plus, on a changé le nom maintenant, je crois que c'est territorialité. Enfin bon, il y a eu toute Sarkozy, dans son organisation du territoire, a changé tout ça. Pour vous dire qu'en gros, il y a deux territoires d'outre-mer, deux grands types de territoires, des DOM qui sont équivalents de la France et des TOM qui ont, alors là, pour le coup, des prérogatives très particulières, comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, vous avez Wallis et Futuna, vous avez d'autres îles, parce que vous avez la France, elle a plein d'îles partout. Je sais que peut-être vous l'ignorez, mais on
a même des îles à l'entrée du canal du Mozambique, on a des îles dans l'océan sud de l'océan Indien, etc. On a des îles au large du Mexique, peut-être des choses que vous n'avez pas, ben voilà, c'est la France. Et donc, comment dire, bah voilà, ces tomes, ils n'ont pas tout à fait les mêmes droits que les DOM, etc. Donc bon, je vois pas comment ils pourraient, en tout cas, essayer de s'en sortir. Alors, il y a un message d'Alasso, je vais lire, on me dit les minorités antiracistes et surtout leurs militants opposent à l'argument du racisme anti-blanc qu'il ne peut pas exister, car selon eux, de fait, les blancs ne sont pas dans une position de dominés, mais de dominants, non confrontés aux discriminations, voire profiteurs d'une certaine néocolonisation. Ils n'intègrent pas le danger de la déculturation rampante en France, donc le débat n'est pas sur le même plan des deux côtés. Les uns dénoncent le racisme, les autres la déculturation. Il faudrait concilier tout ça, tu penses que c'est possible? Bah moi, ça va être compliqué si les gens, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, mon cher, comme d'habitude, mais c'est qu'effectivement, on ne veut pas reconnaître, en fait, aux Blancs un racisme dont ils seraient victimes, au prétexte qu'ils seraient une espèce de position dominante. Mais c'est complètement faux. Je suis désolé. Les Blancs qui sont victimes de racisme, et il y en a, quand ils se baladent, quand ils vont dans le bus, et je vois pas où est-ce quelle est leur position dominante. C'est plutôt l'inverse, ils sont en position dominée. Je trouve pas que c'est une position qui doit être dominante. Quand ils sont à l'école, etc. Moi, j'ai eu discussion, je vais pas citer les gens, mais avec ils se reconnaîtront, mais qui te le disent, qui l'avouent en privé, ils te disent ah oui, mais moi à l'école, oui, j'ai eu que des problèmes avec des Noirs, des Arabes parce que j'étais blanc et que j'étais le seul blanc dans ma classe. Et alors à ce moment-là, non, mais non, on peut pas parler de racisme anti-blanc. Et ça, effectivement, c'est l'argument qui est présenté par des gens comme les partis des indigènes de la République, voilà, la marche des indignés pour la dignité, c'est exactement leur type d'argument, parce que eux ne reconnaissent pas comme SOS Racisme, pour le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est une aberration. Bien sûr que le racisme anti-blanc existe, il s'exprime largement dans la vie quotidienne, mais il s'exprime aussi au travers des clips, de l'image, du rap, etc. Et là, ça ne pose aucun problème. Je veux dire, les mairies qui accueillent des artistes de rap qui ont eu des paroles, oui, on va égorger tous les gouères, allons-y, ce soir, je vais me taper un arien, ça ne leur pose aucun problème. Mais par contre, moi qui dis vive la France, non, salaud, lui c'est un facho, je vous dis. Donc, bon, voilà, c'est à se demander, voilà, on est vraiment dans un monde un peu où les choses se sont bien inversées sur certains aspects. Alors, on me dit, pas pour bien connaître les Antilles, ils remettent fortement en question sur l'esclavagisme et le racisme. Ils se remettent fortement... Ah bon? Eh ben, écoute, oui, peut-être, ils se remettent en question fortement sur l'esclavagisme et le racisme. Bah écoute, tant mieux, j'espère qu'on pourra accueillir un jour des Antillais là-dessus, sur ces questions-là, c'est très très intéressant d'ailleurs. Mais voilà, les Antillais, voilà, la France raciste, la France raciste qui, je rappelle, puisque dans la chanson aussi c'était mentionné, on parle de Toussaint Louverture, moi c'est quelqu'un que j'ai mentionné moi aussi dans mes textes depuis longtemps, parce que je suis aussi assez admiratif du combat de Toussaint Louverture. Rappeler son petit combat, Toussaint Louverture, c'était un métis aussi, qui s'est battu pour la France, qui a été dans la Révolution française, qui est venu à la première Assemblée nationale, et qui, avec l'aide d'autres députés venus des colonies, parce qu'il y avait des députés noirs dans la première Assemblée nationale française, et oui, et c'est eux qui ont influé pour que la France abolisse l'esclavage, et qu'elle le fasse intégrer dans sa déclaration, justement, des droits de l'homme et du citoyen de 1792, en disant, si vous voulez que cette déclaration ait du sens, elle est incompatible avec l'esclavage, ce que les députés ont acquiescé, et c'est pour ça qu'on a aboli l'esclavage. Et il y avait bien des députés noirs dans cette chambre, des gens comme Toussaint Louverture, qui d'ailleurs se battaient pour la France. Vous savez, Napoléon va faire effectivement la guerre à Toussaint Louverture, j'en avais parlé ici, pas revenir sur l'histoire, Rochambeau, etc., qui mettait des gens qui enfermaient les opposants avec des chiens enragés, enfin bon, des histoires horribles, voilà, qui va dévaster Haïti, voilà, on va finir par arrêter ce pauvre Toussaint Louverture qui mourra de froid, etc., dans sa cellule en Savoie, semble-t-il, enfin dans l'est de la France. Voilà, c'est vrai, ça, c'est vrai, c'est à charge pour la France. Il y en a pas mal des dossiers comme ça, mais quand on a une longue histoire, on a forcément des dossiers un peu plus lourds. Ça paraît aussi cohérent. Mais n'oublions pas Gaston Bénerville, qui a été le président du Sénat, le deuxième personnage de l'État, celui qui, vous savez, qui remplace le président de la République en cas d'impossibilité du président, de vacuité du poste. C'était un noir.
Gaston Monerville, allô, allez expliquer ça, des fois, vous connaissez des Européens, demandez-leur. Si en 1954, on aura accepté en Allemagne d'avoir un noir président de l'Assemblée allemande, en 1954, je répète. Non mais, faut quand même remettre les choses en place. Alors à traiter tout le temps, ouais, la France, les salauds, les racistes, les machins, les trucs... et puis parler d'histoire, hein, parce que même quand je vais faire cette vidéo, il y en aura encore qui vont me dire « Oui, mais Gaston Monerville, mais et machin, et tout ça, l'ouverture, et compagnie, et compagnie. » Mais c'est une réalité. Hein, même des députés noirs, parce qu'il y avait des députés de Saint-Louis. Hein, Saint-Louis était un département au début du siècle, il y avait même un député sénégalais à l'Assemblée nationale. Voilà. Vous voyez, en pleine période de colonisation, hein, quand les Blancs étaient très méchants à l'époque. Voilà. Donc, non, mais remettons les choses en place. Hein. Et ça, c'est ça l'histoire de France. C'est la particularité de la France. Il faut bien comprendre. Alors oui, tout n'est pas rose. Oui, bien sûr. Ouais, la France, oui, elle a participé à l'esclavage. Oui, la France a eu une expansion coloniale qui s'est faite au détriment de certains peuples. Oui, ça fait partie de l'histoire de France. Oui, la colonisation a été une abomination sur certains points. Mais oui, aussi, la colonisation a apporté d'autres choses sur d'autres points. Parce que ça aussi, c'est des choses qu'on ne veut pas dire, on ne veut pas oublier, on ne veut pas les savoir. Hein, j'en avais parlé l'autre fois aussi. Oh là 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 là, on est tombé dessus. Oui, machin. Bah oui, j'avais dit que la colonisation, je suis désolé. Mais je suis désolé parce que c'est pareil. C'est toujours, quand on dit un bilan, il y a du bien, il y a du mal. Alors oui, ça c'est facile, on va trouver du mal de la colonisation. Mais admettre qu'il y a eu du bien aussi. Admettre que, en fait, dans ce mariage des peuples, eh ben, il s'est passé quelque chose. Eh oui, et que la France n'a pas rien laissé à ces pays-là. Hein. Dire, par exemple, penser que la France a exploité tout et que c'est l'exploitation de la colonie qui aurait payé les installations qu'elle a faites, ça c'est se mettre un doigt dans l'œil. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça aussi, c'est des choses, c'est l'histoire, je dis pas rien. Hein. Quand vous avez Brazza qui prend les terres au nom de la France, il est mandaté aussi par des compagnies privées. Hein, qui vont, elles, exploiter les ressources de l'Afrique. La France va apporter des concessions, et c'est elle qui va payer, oui, les infrastructures. Donc finalement, les colonies, elles ont coûté de l'argent à la France, mais oui, même s'il y a des sociétés privées qui sont enrichies, oui, sur le dos des colonies. Oui, d'accord. Mais c'est ça aussi, ça fait partie du cadre et de la réalité historique de ce qui s'est passé sur la colonisation. Mais ça, j'espère que c'est un sujet sur lequel on reviendra allègrement, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas, je trouve, très claires. Alors, le discours... Ah, on me pose une question, effectivement, sur le discours de Marine Le Pen. Bah, ça tombe bien, je vais en parler. Puisque, après, il y en aura encore qui vont sauter sur leur chaise. Ouais, mais il fait la promo, mais Marine Le Pen... Bah, moi, j'écoute Marine Le Pen, voilà, puisque c'est la candidate qui est certainement l'une des plus sérieuses dans cette élection. J'ai vu son discours et son... comment dire, sa prestation qu'elle a donnée sur TF1 dimanche, où, à mon sens, elle a voulu montrer ses qualités de présidentiable, et elle va être, je le pense, une concurrente assez redoutable, d'ailleurs, hein, pour les autres. Elle a montré qu'effectivement, elle s'est posée en grande l'unité. Quand on lui a posé la question, évidemment, la question qui est reprise sur tous les réseaux sociaux, l'islam est-il compatible avec la République? C'est la question à laquelle elle a répondu, je crois que oui. Donc c'est la réponse que tous les gens sautent en ce moment. Ah là là, ça y est, c'est vendu, sioniste, salope et tout. Bon, c'est quand même assez hallucinant, les réponses comme ça. Le FN, voilà, bah, il continue son bonhomme de chemin, je pense, et j'observe qu'il s'est de plus en plus asséminoisé. C'est ça qui est assez marrant, puisque le FN, et même Mélenchon, hein, je suis bien obligé d'admettre, Mélenchon, il s'est assélino-chouarisé. Il reprend des thématiques 6ème République, on doit changer les institutions, organiser une constituante, c'est le fondement de notre problème, etc. Donc ça, c'est du choix. Et puis, je l'entends, j'étais stupéfait, il était dans On n'est pas couché, d'ailleurs, aussi ce week-end, faut sortir de l'OTAN, faut machin. On me dit, Marine Le Pen, effectivement, quand je dis assélénoisé, c'est qu'elle s'est assélénoisée sur les thématiques, etc. Je comprends pas qu'on me dise c'est sérieux avec Marine Le Pen. Bah oui,
je suis en train de te délivrer, oui, mon analyse, sérieusement, oui, je pense qu'elle est en train d'obtenir, en ce moment, elle se place dans une posture présidentielle, et la prestation qu'elle a faite à TF1, il allait parfaitement dans ce sens, oui, s'est placé comme une redoutable concurrente voilà, dans cette élection. Après, oui, le Front National, j'observe effectivement que de plus en plus les thèses asséléniennes, hypériennes, ont leur faveur dans la mesure où le Brexit a tellement donné raison à Asselineau sur toute la ligne que j'observe que les dirigeants du Front National aujourd'hui n'hésitent plus, Philippot, Steve Briouat, David Rachlin, etc. Enfin, tous les gens qui sont les nouveaux porte-parole ce nouveau visage du Front National n'hésite plus à dire, voilà, la sortie de l'Union Européenne, bon, c'est presque acté qu'ils veulent faire un référendum, ils l'ont marqué sur leur site, dans leur programme, ils en parlent de plus en plus. Ils parlent de l'OTAN, voilà, ils ont un discours effectivement qui s'est upérisé largement sur toutes les thématiques qui étaient chères à l'UPR, et du coup qui vont de plus en plus, de toute façon, devenir en plus des débats nationaux, puisque l'Union Européenne sera véritablement au centre. Moi, quand j'entends Marine Le Pen aujourd'hui, l'écart idéologique avec le discours que tient Asselineau, ça tient de l'ordre du papier à cigarette, sinon qu'Asselineau trouvera évidemment tous les défauts du monde à Marine Le Pen, en disant qu'elle est là pour jouer un jeu, etc. etc. Mais bon, au-delà du fait de ce qu'il pourrait dénoncer, ce que prétendument elle ne ferait pas ou ferait, bon, etc. Mais si je m'en tiens effectivement qu'au discours, les discours, il n'y a plus qu'une feuille de papier à cigarette entre les deux, surtout qu'aujourd'hui elle parle directement de l'OTAN, elle parle tout le temps de l'Union Européenne, voilà, avec des raisonnements qui tiennent de la logique upérienne. Quand je l'ai vu, par exemple, ils sont allés tous ce week-end là pour voir le salon du Made in France. Il semble d'ailleurs que les Français soient très attachés à faire du Made in France. Et on voit que voilà, Marine Le Pen a encore eu une analyse qui serait digne de n'importe quel militant de l'UPR, en disant que si on veut un Made in France, la première chose à faire, c'est de s'en donner les moyens, et qu'au sein de l'Union Européenne, c'est pas possible. Voilà, donc vous voyez, c'est des discours aujourd'hui où je pense que oui, Marine Le Pen s'est très très upérisée dans son discours, que de plus en plus elle est en train de évidemment s'accaparer des thématiques qui pour le moment étaient plutôt développées par Asselineau, l'UPR, et qui maintenant elle développe, oui, elle pompe son programme, oui, d'une certaine façon, ouais. Elle s'inspire, voilà, elle s'inspire, bon, on sait que oui, elle s'était fait prendre la main dans le sac déjà dans une émission où elle avait pris des tracts de l'UPR, donc oui, l'UPR l'avait remarqué, mais elle change, oui, ce qu'on reproche l'UPR, évidemment, on sait, le grand argument de l'UPR sur Marine Le Pen, c'est de dire qu'il n'y a pas de constance, que tout ça est de l'opportunisme, puisque elle prétendait ne pas sortir, aujourd'hui oui, puis demain non, etc. Ce que reproche d'ailleurs l'UPR à l'ensemble du spectre politique, c'est de ne pas avoir, voilà, comment on appelle ça, une espèce de constance, en fait, dans les propositions qui sont faites. Parce que ça, au moins, c'est tout à leur honneur. Eux n'ont pas bougé d'un iota sur leurs convictions politiques, alors qu'effectivement, le Front National, sur la question de l'Union européenne, on peut dire qu'il a véritablement fait presque du 360 degrés sur, on va dire, sur tous les sujets concernant l'Union européenne, parce qu'on est passé de non, on n'en sort pas, oui, on en sort, oui, l'euro, non, l'euro, pas l'euro, enfin, et aujourd'hui, ça semble aller de plus en plus clairement, évidemment, vers les options qui ont été celles défendues par l'UPR, à savoir une sortie de l'Union européenne, une sortie de l'OTAN, une sortie de l'euro, quoi, qui sont des préalables indispensables avant toute reprise de la souveraineté. Ce discours-là semble être passé au Front National. Moi, mon sentiment, c'est qu'il est passé à la fois par les réseaux sociaux, entre vous savez, les proximités de discours, puisque les mecs du Front National, les mecs de l'UPR, ça se charcle sur les réseaux sociaux depuis longtemps, et les uns reprochant ça aux autres de ne pas être clairs sur ces questions d'européennes, etc., etc. Et plus ça va, plus on sent que cette pression de la base, tu vois, parce que la base, les gens en général sont plutôt cohérents, donc ce message est largement passé dans le Front National que voilà, l'Union européenne, bon... et puis en plus, l'exemple, le grand déclencheur, évidemment, ce sera le Brexit.
qui va... Alors là, on les a vus, le Front National sauter dessus. Ce qui est un peu, effectivement, opportuniste. Hein. Tout à l'heure, il y en a qui me disait, ouais, retourne sa veste. C'est un peu ça, c'est vrai qu'il y a un côté opportuniste. C'est ce que reproche, hein, de toute façon, je sais, hein, l'UPR au Front National. C'est de dire, voilà, ils suivent le fil du vent. Bon, effectivement. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, à titre personnel, c'est la diabolisation, justement, qui est tellement faite autour du Front National et le grand méchant loup, et tout le monde qui s'enfuit, qui va de son commentaire, ou qui tout de suite commence à tomber sur sa chaise dès qu'on va lui dire qu'il y a le mot FN quelque part. Moi, ça m'amuse beaucoup, parce que je sais vraiment profondément que le FN n'est pas ce grand méchant loup qu'on veut nous faire passer. Justement, même, je pense que même le discours de l'UPR, il serait d'accord avec moi là-dessus, justement, espèce de diabolisation permanente qui permet comme ça d'agiter un espèce de méchant à tout va pour empêcher tout le monde de réfléchir, puisque finalement, c'est un peu ce à quoi on reproche dès que quelqu'un sort une idée qui n'est plus dans le cadre de ce que nous a imposé la doxa ou l'idéologie dominante. Vous êtes Front National. Hein, c'est l'argument. Attaque ad hominem, ad frontinem, je devrais dire. Voilà, qui est sans cesse invoqué dès lors que vous allez hors des clous. Et ça, c'est bien pratique, ça permet de taser idéologiquement comme ça sur tout un tas de sujets et de ne pas voir plus loin. Vous êtes pour la sortie de l'Europe, vous êtes un salaud immonde raciste du Front National. Vous êtes contre les migrants, vous êtes un salaud immonde raciste, vous votez pour le Front National, etc. etc. Donc c'est très très pratique. C'est pour ça que moi, oui, moi ça me dérange pas. On me dit qui m'a bien déçu, c'est Olivier Berruyer, comment il a rampé devant Rudi Reichstadt. Mon Dieu, c'était pathétique. Ah, je sais pas à quoi tu me fais référence, mais effectivement, si c'est ramper devant Rudi Reichstadt, non merci, quoi. Là, c'est aussi le genre de personnage absolument assez imbuvable. Voilà. Lui aussi, il fait... puisqu'il parle mal de nous dans ses textes, je peux me permettre de lui balancer une petite crotte de nez. Justifié. Et on me dit, au final, les gens vont sauver droite ou gauche, sauver la démocratie. Tout à fait, mon cher, c'est un peu ce qui va se passer. Enfin, on imagine, parce que c'est presque une prophétie auto-réalisatrice sur laquelle tout le monde, on s'imagine le scénario, en fait, de l'élection qui nous attend, avec une Marine Le Pen en embuscade au deuxième tour de l'élection, probablement en face d'elle, le candidat de la droite, Juppé, Sarkozy. Oh, Fillon, on n'y croit pas, les autres, je vous en parle même pas. Copé, il fait son retour, mais il a été beaucoup trop flagué, il reviendra pas. Kosciusko-Morizet, donc c'est une blague. Bruno Le Maire, l'ancien secrétaire général de Villepin, oui, bon. J'adore avec ces gens qui arrivent en disant on incarne cette nouvelle façon de faire de la politique, les Français veulent de la nouvelle politique, et puis on te reprend les mêmes vieilles lunes, les mêmes vieilles casseroles. Enfin, le maire, il n'y a rien d'intéressant. Surtout que Bruno Le Maire, je ne sais pas si vous savez, il a écrit un bouquin il y a quelques années, c'était à 2-3 ans de ça, où il parlait de son rôle de ministre, et il fustigeait entièrement l'Union européenne en disant qu'en fait son boulot ne servait à rien, qu'il se retrouvait face à des commissaires européens qui ne décidaient de rien, que les décisions étaient prises ailleurs, etc. Il a fait un bouquin pour nous expliquer tout ça. Et pourtant, vous interrogez Bruno Le Maire aujourd'hui, je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps, dans une émission en débat avec, justement, il y avait Marine Le Pen et je ne sais plus qui, ils étaient 3-4 comme ça, dans une émission de débat. Et qu'est-ce qu'il nous expliquait, Bruno Le Maire, encore? Ah, mais l'Union européenne, ça fonctionne pas, mais parce qu'il faut une autre Europe, je le dis haut et fort, il faut une autre Europe. Voilà. Donc ça, c'est l'enfumage. Voilà. L'enfumage total. D'ailleurs, j'ai aussi une séquence assez marrante dans la même vidéo de Bruno Le Maire, qui se réjouit de la concentration du marché du lait et de l'imposition qui a été faite, justement, de Lactalis, qui a racheté absolument tous ses concurrents et qui devenait le grand numéro 1, à qui maintenant tous les producteurs de lait devaient se soumettre. Et il se réjouissait de cette situation en disant que c'est ce qui avait débloqué les choses. Voilà, c'est une vidéo d'il y a 2 ans à peu près. Je vous laisse apprécier la situation aujourd'hui, justement. Donc bravo, monsieur Bruno Le Maire. Hein, je dis 2 ans, c'était un peu plus parce qu'il a été ministre, donc ça doit être 5-6 ans plutôt. Mais ça laisse augurer évidemment
hein, de tout ce qui s'est passé entre-temps. Merci, monsieur le maire. Donc voilà, on me dit quelle bande de menteurs, effectivement, tous ces gens qui se présentent. Donc on va tomber dans cette configuration, moi je pense, avec une espèce de Marine Le Pen qui va arriver, qui aura le bénéfice évidemment de tout le contexte politico-social, qui, je suis désolé, ça va peut-être pas plaire, mais qui va dans le sens on va dire, de la cohérence, en tout cas de leurs constats, de leurs analyses, hein, depuis longtemps. Et puis, donc, cette classe politique dépitée, complètement divisée, complètement à genoux. Hein, la gauche, vous avez vu, même Taubira, qui s'exprimait dans Libération, qui a dit « Oh, bah, on se relèvera pas avant longtemps, parce qu'on a tellement trahi nos valeurs. » Effectivement, voilà, il y aura ce fameux front républicain contre Marine Le Pen. Donc, tous les candidats vont appeler à voter le candidat qui sera contre elle, qui sera probablement, d'anticipe, un candidat de droite. Mais on pourra voir, hein, oui, a priori, ce sera quand même un candidat de droite, et donc ce sera cette personne-là qui risque d'être le prochain président de la République. Voilà. Alors on me dit Emmanuel Macron se présente comme le candidat du renouveau, alors qu'en fait il est issu du système et comptable du bilan de François Hollande avec un bilan économique catastrophique. Ah mais bien sûr, ah oui, alors là on est entièrement d'accord mon cher, Macron c'est quand même la grosse blague, c'est quand même la grosse escroquerie là de ce début d'élection. À se demander s'il n'y a pas une espèce de téléguidage qui est opéré, parce qu'on n'a jamais vu un homme politique arriver comme ça, et on parle de lui tous les jours à la télévision, c'est quand même hallucinant. Ce mec-là, tous ses déplacements donc, sont suivis par toutes les chaînes de télé qui nous les relatent, etc. etc. C'est quand même assez incroyable, quoi, que ces gens-là, comment on appelle ça, fasse la promotion à ce point-là de Macron, qui est absolument inexistant, à mon avis, dans l'opinion publique et du point de vue des gens. Moi, je suis désolé, peut-être vous en avez autour de vous des gens qui vous ont dit « je veux voter Macron aux élections ». Alors moi, j'en connais pas. Peut-être je suis pas dans les bons quartiers, pas dans les bons milieux, probablement, mais j'en connais pas. Je connais personne autour de moi qui m'a dit « je vais voter Macron hein ». Alors, on voit bien qu'il y a une volonté, c'est vraiment l'espèce de truc, comment on appelle ça, monté par les médias, espèce de phénomène médiatique. Vous voyez, quand les médias, de toute façon, veulent vous faire avaler quelque chose, on le voit. Et ben Macron, moi, je le classe dans cette catégorie. Donc, on a des médias, ils sont arrivés du jour au lendemain, on nous a bourré du Macron, en veux-tu, en voilà, tous les jours. Mais qui va voter pour Macron, je sais pas. Parce que pour moi, Macron, c'est quand même, voilà, le parangon de tout ce système oligarchique. Il arrive de la banque Rothschild, il n'a jamais fait j'ai envie de dire, son chemin de Damas pour au moins aller devant les électeurs. Non, il est arrivé ministre tout de suite et aujourd'hui se présente direct à l'élection présidentielle. C'est la folie. Hein, mais qui va y parler aux gens, parce que moi j'ai vu quand il parle aux gens, attention, quand il va se confronter au bas du réel, hein, il prend des œufs, il y a des gens qui lui font des sales réflexions et tout. Hein. Faut pas qu'il croie que ça se passe si facilement. Et ça aussi, on nous montre qu'un aspect de l'image. Hein. Ouais, Macron, au milieu des gens, oui, on compte sur vous et tout. On compte sur vous, mais il a fait un bilan catastrophique, il faut bien le préciser. C'est absolument catastrophique. Je vous invite, on a relayé l'article de François Asselineau sur ce sujet. Allez le lire sur le phénomène Macron. Et vous verrez le bilan de Emmanuel Macron. Une escroquerie, quoi. C'est une véritable escroquerie. Hein. Voilà. On me dit Devilliers qui reçoit Macron après le livre qu'il a écrit. Bah, il profite, il fait la promo de son parc, De Villiers, je l'en veux pas. C'est plutôt Macron de se demander qu'est-ce qu'il pense des analyses de Villiers. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais il semble-t-il, la question ne lui a pas été posée. En tout cas, j'ai pas vu la réponse. Voilà. Et ben, on arrive à la fin, on arrive à la reine, on arrive à l'heure de se séparer, à l'heure de rentrer chez soi, et à l'heure d'aller boire du thé, le dernier thé, dernier tango. On va dire, dernier commentaire, en tout cas. On se retrouve de toute façon demain. Macron, j'ai les mêmes à la maison, on me dit. Ah oui, ils sont 40 en plus dans ce cas-là. Donc j'allais me moucher, en plus c'est horrible. Donc, on va se revoir de toute façon demain, puisque vous voyez, c'était la rentrée des classes aujourd'hui, vous avez été bien sages, donc c'est très très bien. Demain, on parlera pas de JFK, on me dit le bilan de JFK, non, on va plutôt parler de Trump, on va parler Hillary Clinton, on parlera d'élections américaines, voilà, ça va être un spécial États-Unis, des drapeaux, bannières étoilées partout, ça va vous plaire. Voilà, on me dit Montebourg a invité tout le monde à sa réunion sauf l'UPR, bah oui, pour lui il pèse pas assez, c'est évident. Je veux dire, moi ce que je pense, c'est qu'en tout cas, il y a bien une chose,
si vous voulez inviter l'UPR dans les médias, regardez, Marwan Mohamed, en 2 mois, c'est devenu une star incontestée. Il était invité partout, il est invité partout. Si demain on voulait offrir la même parole à Céline comme à d'autres gens, ben on pourrait, quoi. Comme quoi, il n'y a pas de règles, il y a bien des gens qui sont bien contents de vous inviter. Parce que vous allez peut-être dans un certain sens, voilà. En tout cas, ouais, je ne sais pas la coke, je te rassure, c'est plutôt le rhume, parce qu'il fait extrêmement chaud en plus dans cette salle, mais c'est normal, il fait chaud partout, c'est la canicule, c'est l'été indien, comme dirait Jodassin, ceux qui connaissent hein, l'été indien, bah ouais, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, l'été qui se prolonge et qui fait bien chaud. Et ben en tout cas, merci à vous, merci à la régie, merci à tous les métanautes, merci à tous ceux connectés, voilà, big up évidemment à tous ceux qui nous suivent, big up aux modérateurs, il n'y en a plus beaucoup qui sont restés connectés, et puis forcément on se rejoint demain, voilà, on me dit merci, mais merci à vous, et en tout cas vous savez tous qu'une chose est forcément, si vous étiez là ce soir, et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao tout le monde.